Le silence dans le manoir des Chênes n'était jamais paisible. C'était un silence lourd, étouffant, qui semblait peser sur les épaules de quiconque franchissait le seuil de cette demeure ancestrale des Lefebvre. Pour Clara, ce silence était devenu son compagnon le plus fidèle, une armure invisible qu'elle revêtait chaque matin, en même temps que ses robes de soie pâle et ses perles de culture. Elle se tenait devant le grand miroir de sa chambre, observant son reflet avec une distance presque clinique. À 32 ans, Clara Beaumont, désormais Lefebvre pour le monde extérieur, possédait cette beauté glaciale des statues de marbre. Ses cheveux châtains étaient relevés en un chignon impeccable, pas une mèche ne dépassait. Ses yeux, d'un gris d'orage, ne trahissaient plus rien, ni la colère, ni la douleur, ni l'espoir. Elle avait appris à les enterrer si profondément qu'elle-même peinait parfois à les retrouver. 10 ans, pensa-t-elle en lissant machinalement le tissu de sa robe. 3650 jours de comédie. Soudain, une odeur de lavande et de vernis ancien lui monta au nez et avec elle le souvenir qu'elle détestait le plus. Ce souvenir qui était le moteur de chaque cellule de son corps. Le 15 juin 2017, la Provence brûlait sous un soleil de plomb. Clara, alors âgée de 22 ans, flottait dans un nuage de dentelle blanche. Elle aimait Adrien avec la naïveté de ceux qui n'ont jamais connu la trahison. Elle croyait que l'amour suffisait à combler le fossé entre sa modeste origine de fille d'institutrice et le nom séculaire des Lefebvre. La réception se tenait dans les jardins du domaine. 300 invités, la fine fleur de l'industrie et de la noblesse déchue, observaient la petite roturière avec une curiosité teintée de mépris. Le moment du toast arriva. Gérard Lefebvre, le patriarche, se leva. Il tenait son verre de cristal comme un sceptre. Sa silhouette massive imposait le respect, mais son regard, ce regard bleu acier, était fixé sur Clara avec une malveillance pure. « Mes chers amis, » commença Gérard, sa voix de stentor couvrant le murmure du vent, « nous célébrons aujourd'hui l'union de mon fils unique Adrien avec cette jeune femme, Clara. » Il marqua une pause, un sourire cruel étirant ses lèvres fines. Il ne regarda même pas son fils. Dans l'élevage, on nous apprend l'importance du pédigré. On n'associe pas un pourcent avec une jument de trait sans en payer le prix. Adrien a choisi de suivre son cœur, ou peut-être ses pulsions les plus basses. Clara nous vient d'un monde où l'on compte ses sous, où l'élégance est un concept étranger. Regardez-la, elle porte cette robe comme un déguisement. Mais n'oubliez pas, mes amis, on peut couvrir une pierre de boue avec de l'or, elle restera toujours de la roche sans valeur. Un rire étouffé parcourut l'assemblée. Isabelle de Montfort, au premier rang, ne cacha même pas son ricanement derrière son éventail. Clara sentit le sang quitter son visage. Elle chercha la main d'Adrien sous la nappe, espérant une pression, un geste, un mot de défense. Adrien baissa les yeux. Il restait figé, lâche, incapable de s'opposer au monstre qui lui servait de père. À la survie de notre nom, malgré cette intrusion, conclut Gérard, en buvant son champagne d'un trait, sans même porter un regard à la mariée qu'il venait de crucifier publiquement. Ce jour-là, Clara n'avait pas pleuré. Elle avait senti quelque chose mourir en elle, sa douceur, et quelque chose naître, une patience noire et infinie. « Clara, le petit déjeuner est servi. Ne fais pas attendre mon père, tu sais à quel point il déteste la désinvolture. » La voix d'Adrien l'attira de ses pensées. Il était sur le pas de la porte, ajustant sa cravate. À 35 ans, Adrien Lefebvre était toujours aussi beau, d'une beauté fragile et un peu fade. Il était le portrait craché de son père, la force de caractère en moins. « J'arrive, Adrien », répondit-elle d'une voix mélodieuse, parfaitement calibrée. Elle descendit le grand escalier de chêne. Dans la salle à manger baignée par la lumière crue du matin, Gérard Lefebvre trônait en bout de table. Le temps n'avait pas adouci ses traits. Il les avait gravés dans une amertume permanente. L'entreprise familiale, les industries Lefebvre, battait de l'aile, mais il refusait de l'admettre, préférant maintenir un train de vie fastueux pour sauver les apparences. « Tu es en retard de 2 minutes, Clara », lança Gérard sans lever les yeux de son journal. « L'oisiveté est le propre des gens de ta classe. Adrien me dit que tu as encore passé l'après-midi d'hier en ville. J'espère que tu n'as pas trop gaspillé l'argent que mon fils gagne si durement pour te maintenir dans ce luxe que tu ne mérites pas. » Clara prit place en silence. Elle versa le café avec une précision chirurgicale.
Pas une goutte ne tomba sur la nappe en lin. « J'ai simplement fait quelques courses personnelles, père, » répondit-elle doucement. « Personnelles, » grogna Gérard. « Tout ce que tu possèdes appartient à cette famille, ne l'oublie jamais. Sans ce nom, tu ne serais qu'une serveuse dans un café de province. » Adrien ne dit rien. Il beurrait sa tartine avec une concentration feinte. Clara l'observa un instant. « Pauvre Adrien, » pensa-t-elle, « tu ne sais pas que ton père te méprise autant qu'il me méprise. Tu n'es pour lui qu'un héritier décevant. » Le petit déjeuner se poursuivit dans une tension palpable. Gérard se plaigna de la hausse des coûts des matières premières et de la trahison de certains partenaires financiers. Il ne se doutait pas que la femme qui lui servait son café connaissait l'état exact de ses comptes bancaires bien mieux que lui-même. Une fois le repas terminé et les hommes partis pour l'entreprise, le masque de Clara s'effrita légèrement. Elle s'enferma dans son petit boudoir, une pièce que Gérard considérait comme insignifiante. Elle sortit un téléphone portable d'un tiroir secret, un appareil dont Adrien ignorait l'existence. Elle composa un numéro. « Antoine ? Je vous écoute, Madame Beaumont, » répondit une voix masculine, calme et professionnelle. « Quel est l'état du dossier Lefebvre ? Nous avons racheté la 3e tranche de leur dette ce matin. Officieusement, Beaumont Capital détient désormais 45% des créances de leur usine principale à Lyon. Gérard Lefebvre pense qu'il traite avec un fonds d'investissement luxembourgeois. Il est aux abois. Il cherche désespérément un nouveau prêt. » Un sourire imperceptible, presque effrayant, étira les lèvres de Clara. C'était le sourire d'un prédateur qui voit sa proie s'épuiser. « Ne lui donnez rien pour l'instant. Laissez-le suffoquer encore un peu. Je veux qu'il commence à vendre les bijoux de famille. Je veux qu'il sente le sol se dérouber sous ses pieds avant que je ne me montre. Et pour votre mari ? » demanda Antoine après une hésitation. « Adrien ?» Clara marqua une pause. Elle regarda par la fenêtre le jardin où elle avait été humiliée 10 ans plus tôt. « Adrien récoltera ce qu'il a semé, par son silence. Continuez la procédure. » Elle raccrocha. Pendant 10 ans, elle avait joué la belle-fille soumise. Elle avait supporté les insultes, les humiliations lors des dîners mondains, les remarques sur sa stérilité supposée, alors qu'elle prenait secrètement la pilule pour ne jamais lier son sang à celui de Gérard. Elle avait étudié la finance la nuit, investi chaque centime de sa dot et des cadeaux d'Adrien dans des placements risqués qui avaient fini par payer au-delà de ses espérances. Elle avait créé Beaumont Capital, une entité fantôme dédiée à une seule mission, l'anéantissement des Lefebvre. Extérieurement, sa vie était parfaite, elle était la perle des Lefebvre, l'épouse modèle. Mais à l'intérieur, le brasier de la vengeance brûlait avec une clarté insoutenable. Elle se leva et sortit sur la terrasse. Le vent faisait bruisser les feuilles des grands chênes. Gérard aimait dire que ces arbres étaient comme sa lignée, enracinés pour l'éternité. Clara ferma les yeux et murmura pour elle-même. « Même les plus vieux chênes finissent par pourrir de l'intérieur, Gérard, et je suis le parasite que tu n'as pas vu venir. » Elle entendit soudain le bruit d'une voiture, c'était Adrien qui revenait, probablement oublié en dossier. Elle reprit instantanément sa posture de femme douce et effacée. Le manoir des Chênes allait bientôt devenir son palais, et ses bourreaux ses serviteurs, mais pour l'instant, la pièce devait continuer. L'automne s'était installé sur le domaine des Lefebvre, teignant les jardins de nuances orangées et de brumes persistantes. Mais au sein du manoir des Chênes, l'atmosphère était plus glaciale que le givre matinal. Les murs, autrefois symboles de puissance, semblaient maintenant transpirer l'angoisse. Clara observait, depuis le sol du salon, la scène qui se jouait. Gérard Lefebvre était debout devant la cheminée éteinte, un verre de cognac à la main, bien qu'il ne soit que 11 heures du matin. Ses mains tremblaient légèrement, un détail que Clara fut la seule à remarquer. Adrien, quant à lui, était assis sur le canapé en cuir, la tête entre les mains, le portrait même de la défaite. « Ils ne peuvent pas faire ça, Adrien !» rugit Gérard, sa voix se brisant dans les aigus. « La Banque nationale ne peut pas geler nos actifs. Nous sommes les Lefebvre. Mon grand-père a aidé à construire cette région. » Adrien releva la tête, ses yeux rougis par le manque de sommeil. « Père, le Prestige ne paie pas les fournisseurs. Il demande des garanties réelles, pas des noms sur une plaque de marbre. L'usine de Lyon est à l'arrêt. Si nous ne trouvons pas 3 millions d'euros d'ici la fin du mois, c'est le dépôt de bilan. » Gérard vida son verre d'un trait et le projeta dans l'âtre. Le cristal vola en éclats. « Tout ça à cause de ces vautours de Beaumont Capital. Ils ont racheté nos dettes pour nous étouffer. Qui sont ces gens ?
Personne ne les connaît. Clara choisit ce moment d'entrer dans la pièce, portant un plateau avec un nouveau décanteur. Son pas était léger, presque spectral. « Je vous ai apporté de quoi vous rafraîchir, père. Vous semblez très contrarié, » dit-elle, d'une voix dont la douceur contrastait violemment avec la brutalité de la scène. Gérard se tourna vers elle, son visage écarlate de rage. « Contrarié ? Tu n'as donc aucune cervelle, ma pauvre fille. Notre empire s'effondre, et tu te soucies de servir du cognac ?» Il s'approcha d'elle, l'intimidant de sa stature massive. Clara ne sia pas. Elle posa le plateau sur la table basse avec une élégance imperturbable. « Je pensais simplement que dans les moments difficiles, la dignité est tout ce qui nous reste, » répondit-elle, en le regardant droit dans les yeux. « La dignité ne se mange pas, » cracha-t-il. Puis son regard s'arrêta sur le cou de Clara. Elle portait un collier de saphir, un héritage que sa propre mère lui avait laissé, le seul objet de valeur qu'elle n'avait pas vendu lors de ses débuts difficiles. Un éclair de cupidité traversa les yeux de Gérard. « Ce collier, Adrien me dit qu'il vaut une fortune, une pièce de famille, n'est-ce pas ?» Clara porta la main à son cou, protégeant instinctivement le bijou. « C'est celui de ma mère, père, il n'appartient pas aux Lefebvre. » Gérard laissa échapper un rire sec et méprisant. « Tout ce qui entre dans cette maison appartient aux Lefebvre par extension. Adrien, regarde ta femme, elle porte sur elle de quoi payer une semaine de salaire à Lyon et elle parle de sentiments. » Adrien se leva, mal à l'aise. Il ne regarda pas Clara. « Clara, peut-être que, si c'est juste pour un prêt temporaire, on pourrait le mettre en gage. » Le silence que suivit fut plus tranchant que le cristal brisé. Clara sentit une larme brûlante piquer ses yeux, mais elle la refoula. C'était la première fissure réelle, non pas dans son plan, mais dans ce qui restait de son humanité. Elle espérait, une dernière fois, qu'Adrien la défendrait, qu'il dirait « Non, c'est le souvenir de sa mère, nous trouverons une autre solution. » Mais Adrien était un Lefebvre, et un Lefebvre ne sacrifiait jamais son confort pour le cœur d'autrui. « Tu me demandes de vendre le dernier souvenir de ma mère pour sauver une usine que ton père a mal gérée ?» murmura Clara. « Ne sois pas dramatique, » intervint Gérard, en s'approchant encore plus. « Ta mère était une petite institutrice. Ce bijou est probablement le seul luxe qu'elle ait jamais eu, et elle l'a sûrement volé à un amant. Donne-le-moi. » Clara recula d'un pas. L'insulte envers sa mère fut l'étincelle finale. À cet instant précis, toute trace de culpabilité qu'elle aurait pu ressentir à l'idée de ruiner Adrien disparut. « Non, » dit-elle. Gérard leva la main, comme s'il allait la frapper. Adrien fit un geste timide pour l'arrêter, mais son père le repoussa. « Tu vas me donner ce collier ou je te chasse de cette maison sans un centime, ce soir même. » Clara resta immobile. Elle savait que Gérard bluffait. S'il la chassait maintenant, le scandale accélérerait la chute des actions de l'entreprise. « Faites donc, père, mais je crains que la presse ne se demande pourquoi le grand Gérard Lefebvre réduit sa belle-fille à la rue pour un simple collier de saphir. Qu'adviendra de votre dignité alors ?» Gérard devint livide. Il n'était pas habitué à ce que la petite chose docile lui réponde. Il tourna les talons et sortit de la pièce en hurlant le nom de son avocat. Adrien s'approcha de Clara, tentant de lui prendre la main. Elle la retira vivement. « Clara, je suis désolée, il est sous pression. »« Et toi, Adrien ? Sous quelle pression es-tu pour laisser ton père insulter ma mère et exiger mes biens ? Tu ne comprends pas les affaires, Clara, c'est complexe. » Elle le regardait avec une pitié sincère. « Oh, Adrien, je comprends les affaires bien mieux que tu ne le penses. » Plus tard cette nuit-là, alors que le manoir dormait d'un sommeil agité, Clara s'esquiva dans son boudoir. Elle verrouilla la porte et ouvrit son ordinateur portable. Un logiciel de cryptage s'activa. Elle contacta Antoine en visioconférence. Antoine lançait la phase 2. « Déjà ?» demanda Antoine, surpris. « Nous n'avons pas encore sécurisé le rachat des parts minoritaires. » « Faites-le demain à la première heure. Proposez 20% au-dessus du prix du marché. Les actionnaires ont peur, ils vendront. Je veux que Gérard reçoive une notification d'assemblée générale extraordinaire d'ici 48 heures. » « Très bien, Madame Beaumont. Et pour le prêt qu'il a sollicité auprès de la banque partenaire ? Refusez-le, mais faites en sorte que la banque lui suggère de vendre ses parts personnelles pour éponger ses dettes. Poussez-le dans le coin. » Clara ferma l'ordinateur. Elle se leva et alla vers le coffre-fort caché derrière un tableau de paysage insipide. Elle en sortit le collier de saphir. Dans l'obscurité, les pierres brillaient d'un éclat froid.
« Pardonne-moi, maman », pensa-t-elle. « J'ai utilisé ton souvenir comme un bouclier. Bientôt, je n'aurai plus besoin de me cacher. » Elle retourna dans la chambre conjugale. Adrien ronflait légèrement, apaisé par les somnifères. Clara s'allongea à ses côtés, mais ne ferma pas les yeux. Elle se sentait comme une araignée au centre d'une toile immense, sentant chaque vibration, chaque mouvement de ses victimes. Le lendemain matin, une nouvelle fissure apparut. Isabelle de Montfort débarqua au manoir sans prévenir. Elle portait un ensemble de chasse chic et affichait un sourire victorieux. « Oh, Clara chérie !» lança-t-elle en entrant dans le petit salon où Clara lisait. « J'ai entendu des rumeurs atroces en ville. Il paraît que Gérard a des problèmes avec les banques. Quel dommage. Si seulement Adrien avait épousé quelqu'un avec un réseau, une vraie alliée. » Clara tourna une page de son livre sans lever les yeux. « Les rumeurs sont comme les vêtements de la saison passée, Isabelle. Elles finissent toujours par se démoder. » Peut-être, mais la pauvreté, elle, ne se démode jamais. Elle colle à la peau de ceux qui en viennent. Isabelle se procha et se pencha vers Clara. « J'ai parlé à Adrien ce matin. Il est venu me voir. Il m'a demandé conseil. » Clara sentit un pincement au cœur. Adrien était allé voir son ex-fiancé pour parler de ses problèmes financiers. La trahison n'était plus seulement lâche, elle devenait publique. « Et que lui as-tu conseillé, Isabelle ?»« De se séparer des poids morts, » répondit-elle avec un clin d'œil cruel, « avant que le navire ne coule complètement. » Clara referma son livre avec un claquement sec. Elle se leva, dominant Isabelle de toute sa hauteur. « Merci du conseil, Isabelle. Je vais justement m'assurer que les poids morts soient éjectés en premier. » Isabelle resta interdite devant l'autorité soudaine qui émanait de Clara. Elle ne savait pas encore que le poids mort dont parlait Clara n'était pas celui qu'elle imaginait. L'atmosphère au manoir des Chênes était devenue irrespirable. Chaque craquement du parquet, chaque murmure des domestiques semblait porter une menace. Gérard Lefebvre n'avait jamais été un homme d'intuition, mais il était un homme de trac. Il sentait que l'ennemi n'était plus seulement à l'extérieur, tapi derrière les portes des banques, mais qu'il s'était infiltré au cœur même de son foyer. Gérard observait Clara depuis la galerie du premier étage. Elle traversait le hall, vêtue d'un trench-coat sombre, un foulard de soie dissimulant une partie de son visage. Elle sortait encore, pour la 4e fois cette semaine. « Où va-t-elle, Adrien ?» demanda Gérard d'une voix rauque, sans quitter la silhouette de sa belle-fille des yeux. Adrien, qui lisait distraitement un rapport financier catastrophique dans le salon, leva les yeux, là. « Elle dit qu'elle va à la bibliothèque, ou qu'elle rend visite à des amis de son ancienne école. Pourquoi cette obsession, père ?»« Parce qu'elle ne sent plus la défaite, Adrien. » Gérard se tourna vers son fils, les yeux injectés de sang. « Regarde-la, elle ne baisse plus les yeux quand je l'insulte, elle ne tremble plus quand je crie. Une femme de sa classe devrait être terrifiée par la ruine qui nous guette. Mais elle semble attendre quelque chose. Elle nous cache quelque chose. »« Tu es paranoïaque, » soupira Adrien. Mais au fond de lui, une graine de doute commençait à germer. Dès que Clara eut quitté le domaine à bord de sa petite citadine, Gérard s'empressa de redescendre. Il n'appela pas la police, mais un homme qui l'utilisait pour les basses besognes de l'entreprise, un détective privé nommé Morel. « Suivez-la », ordonna Gérard au téléphone. « Je veux savoir qui elle voit, où elle déjeune, et surtout d'où vient l'argent qu'elle dépense en secret. Je veux chaque reçu, chaque photo. » Pendant ce temps, Adrien, poussé par les paroles de son père, entra dans la chambre qu'il partageait avec Clara. Il se sentait comme un intrus dans sa propre vie. Il commença à fouiller, d'abord avec hésitation, puis avec une fébrilité croissante. Il ouvrit le grand dressing de Clara, tout semblait normal. Des robes sobres, des chaussures classiques, mais en déplaçant une pile de pulls en cachemire au fond d'une étagère, il sentit une résistance, un double fond. Son cœur cogna contre ses côtes. Il tira sur une petite languette de cuir et découvrit une cachette. À l'intérieur se trouvait un sac à main Hermès Birkin en crocodile noir, un objet qui valait au moins 40 000 €. À côté, une boîte de montres de luxe d'une marque suisse dont Adrien ne pouvait que rêver. « C'est impossible », murmura-t-il, les mains tremblantes. Comment Clara, qui ne recevait qu'une modeste pension mensuelle de sa part, une pension qu'il avait d'ailleurs réduite de moitié le mois dernier, pouvait-elle s'offrir de tels objets ? Il chercha plus loin et trouva un carnet de chèques d'une banque privée basée au Luxembourg. Le nom sur le carnet était Clara Beaumont, son nom de jeune fille. La réalité le frappa comme un coup de poing. Sa femme, celle qu'il considérait comme une extension de lui-même, une créature sans défense, menait une vie parallèle, une vie où elle était riche, indépendante et peut-être infidèle. Pendant ce temps,
Clara garait sa voiture dans un parking souterrain discret du 8e arrondissement de Paris. Elle ignorait qu'une berline grise la suivait à distance. Elle monta au dernier étage d'un immeuble de bureaux prestigieux, là où les plaques de cuivre n'affichaient aucun nom. Antoine l'attendait dans une salle de conférence vitrée qui surplombait la tour Eiffel. « Madame Beaumont, la panique est totale chez les Lefebvre », dit-il en lui tendant une tablette. « Gérard a essayé de vendre ses parts dans la filiale logistique ce matin, mais nous avons bloqué la transaction en faisant valoir notre droit de préemption en tant que créancier majoritaire. » Clara retira ses gants et s'assit, l'air souverain. « Il est comme un rat dans un labyrinthe. Plus il court, plus il se cogne au mur que nous avons érigé. » Cependant, ajouta Antoine plus sérieux, un homme nous surveille en bas. Il a pris des photos de votre arrivée. C'est un détective. Gérard commence à chasser. Clara ne montra aucun signe de peur. Au contraire, un éclat de satisfaction brilla dans ses yeux gris. Laissez-le chasser. Donnez-lui de quoi se nourrir. Faites en sorte qu'il me voie entrer dans un hôtel de luxe demain après-midi. Je veux qu'il croie que j'ai un amant. S'il est occupé par sa jalousie et son orgueil blessé, il ne verra pas le coup final arriver sur son entreprise. C'est risqué, madame. Si Adrien l'apprend, Adrien a déjà perdu le droit de s'inquiéter pour moi le jour où il a laissé son père me traiter de jument de trait devant 300 personnes. Qu'il souffre un peu. La jalousie est un poison bien plus lent et douloureux que la faillite. Le soir venu, Clara rentra au manoir avec le calme d'une sainte. Adrien l'attendait dans leur chambre, assis dans l'obscurité. « D'où viens-tu, Clara » demanda-t-il, sa voix tremblante d'une émotion qu'elle ne lui connaissait pas, la peur. « Je te l'ai dit, Adrien, j'étais en ville. Pourquoi ce ton ? En ville ? Pour acheter quoi ? Un nouveau sac en crocodile ?» Il jeta le sac Hermès sur le lit, entre eux. Le cuir luxueux semblait hurler le mensonge de Clara dans cette chambre aux rideaux de velours fatigué. Clara observa le sac, puis son mari. Elle ne nia pas, elle ne s'excusa pas. Elle s'approcha lentement d'Adrien, posant une main glaciale sur sa joue. « Tu fouilles dans mes affaires maintenant, Adrien ? Est-ce là tout ce qu'il reste de notre mariage ? La suspicion ? » « Où as-tu trouvé l'argent, Clara ? Réponds-moi » cria-t-il en la saisissant par les épaules. Elle se dégagea avec une force surprenante. Son regard était devenu tranchant comme une lame de rasoir. « L'argent, c'est tout ce qui vous importe, toi et ton père ? Vous m'avez traité comme une moins que rien pendant 10 ans. Vous pensiez que j'allais simplement m'étioler et mourir dans ce manoir poussiéreux ? » « Est-ce que tu me trompes ? » demanda Adrien, les larmes aux yeux. « Est-ce que cet homme, ce patron de Beaumont Capital, est ton amant ?» Clara laissa échapper un rire cristallin, presque cruel. « Un amant ? Oh, Adrien, si seulement tu savais à quel point tu es loin de la vérité. » Elle se tourna vers le miroir, retirant ses bijoux un à un. « Demain, ton père va recevoir une preuve de mon infidélité. Il sera ravi. Il pourra enfin justifier tout le mal qu'il pense de moi. Mais souviens-toi d'une chose, Adrien. Dans cette maison, le seul qui a été trahi, c'est moi. Et la trahison a un prix que vous ne pouvez plus vous permettre de payer. » Elle entra dans la salle de bain, laissant Adrien seul avec ses doutes et ce sac de luxe qui symbolisait la fin de son monde. Le lendemain matin, le manoir des Chênes semblait avoir retrouvé une étrange vitalité. Gérard Lefebvre ne hurlait plus, au contraire, il affichait un sourire carnassier qui n'annonçait rien de bon. Dans son bureau, il contemplait les photos que le détective Morel venait de lui remettre. Clara entrant dans un palace parisien, Clara souriant à un homme de dos, Antoine savamment positionné pour ne pas être identifiable, Clara montant dans une berline de luxe. « Je la tiens, Adrien !» s'exclama Gérard en jetant les clichés sur son bureau en acajou. « Ta petite sainte, ta petite colombe, c'est une traînée. Elle nous trompe avec ce mystérieux patron de Beaumont Capital. Tout s'explique maintenant. Elle couche pour obtenir des informations et nous détruire de l'intérieur. » Adrien regardait les photos, le visage décomposé. La douleur de la trahison se mêlait à une colère sourde. « Qu'est-ce qu'on fait, père ? On la chasse ?»« Pas encore, » répondit Gérard, les yeux brillants d'une lueur maléfique. « J'ai reçu un appel ce matin. Un investisseur providentiel, un fonds d'investissement suisse accepte de nous accorder un prêt d'urgence pour sauver l'usine de Lyon. Nous signons demain. Nous n'avons plus besoin de ménager Clara. Mais avant de la jeter aux ordures, je veux qu'elle paie pour chaque centime qu'elle nous a coûté et pour l'affront qu'elle fait à notre nom. » Gérard se leva, ajustant sa veste avec une suffisance retrouvée. « Ce soir, nous organisons un dîner de célébration pour l'annonce du sauvetage. J'ai invité Isabelle de Montfort et quelques alliés restants. Et Clara,
Clara sera notre attraction principale. » Le soir même, le manoir brillait de tous ses feux. L'argenterie était sortie, les lustres en cristal scintillaient et l'odeur du gibier rôti flottait dans l'air. Clara fut convoquée dans le grand salon. « Clara !» lança Gérard devant Adrien et Isabelle qui étaient déjà arrivés, vêtus d'une robe rouge provocante. « Puisque tu es si douée pour servir les intérêts des autres en ville, tu vas nous montrer tes talents ici. Ma gouvernante est souffrante. Ce soir, tu ne seras pas à table avec nous. Tu porteras ce tablier et tu serviras les invités. » Isabelle laissa échapper un rire perçant. « Oh, Gérard, quelle idée délicieuse! Après tout, c'est sa vraie nature, n'est-ce pas? Chasser le naturel, il revient au galop. » Clara regarda Adrienne. Il détourna le regard, serrant son verre de whisky si fort que ses phalanges étaient blanches. Il ne dit rien. Il acceptait l'humiliation de sa femme comme une punition pour son infidélité supposée. « Est-ce une commande, père ?» demanda Clara, sa voix restant d'un calme olympien, presque surnaturel. « C'est un ordre, » cracha Gérard, « et si tu refuses, je montre ces photos à ton ancienne école et à chaque journal de la région. Tu repartiras d'ici avec la réputation que tu mérites, celle d'une prostituée de luxe. » Clara inclina légèrement la tête. « Très bien, je vais servir. » Pendant 3 heures, Clara Beaumont, la femme qui contrôlait secrètement 45% des dettes de la famille, joua le rôle de la domestique. Elle servit le vin, changea les assiettes, ramassa les serviettes que Gérard faisait exprès de laisser tomber au sol. À un moment, alors qu'elle servait le plat principal à Isabelle, cette dernière fit exprès de bouger le bras, renversant un peu de sauce sur sa propre robe. « Oh, espèce de maladroite !» cria Isabelle en se levant. « Regarde ce que tu as fait. C'est une robe de créateur. Elle vaut plus que ton salaire imaginaire de 10 ans. » Gérard se mit à rire, imité par les autres invités. « À genoux, Clara !» ordonna Gérard, le regard dur. « Nettoie la tache sur la robe d'Isabelle, maintenant !» Le silence se fit dans la salle de manger. Les invités, bien que mal à l'aise pour certains, attendaient de voir jusqu'où allait la chute de la reine des Lefebvre. Clara s'exécuta. Elle s'agenouilla aux pieds d'Isabelle de Montfort, un linge blanc à la main. Elle frotta la soie rouge avec une lenteur méthodique. À cet instant, son visage, baissé vers le sol, affichait une expression que personne ne pouvait voir, une sérénité terrifiante. Chaque seconde d'humiliation était un clou supplémentaire dans le cercueil des Lefebvre. Elle comptait mentalement les heures qui la séparaient de la signature de demain. « Voilà, c'est propre », murmura Clara en se relevant. « Tu vois, Adrien, » lança Gérard en reprenant son repas, « elle est bien plus à sa place ainsi. Je me demande ce que ton mystérieux amant dirait s'il te voyait ramper ainsi. Il se rendrait compte qu'il paie bien trop cher pour de la marchandise de seconde main. » Adrien finit son verre d'un trait, une lueur de dégoût dans les yeux, non pas pour son père, mais pour sa propre faiblesse. La fête se termina tard. Gérard, ivre de sa victoire apparente et du champagne, s'était retiré dans son bureau, persuadé que le prêt suisse qui arriverait demain matin effacerait toutes ses dettes. Il se voyait déjà racheter les parts de Beaumont Capital et humilier ce fonds d'investissement anonyme. Clara, elle, s'était retirée dans la cuisine pour ranger le reste de l'argenterie. Adrien entra, chancelant légèrement. « Pourquoi tu ne te bats pas, Clara ?» demanda-t-il, sa voix chargée de mépris et de tristesse. « Pourquoi tu acceptes ça si tu n'as rien à te reprocher ?» Clara posa un plateau de cristal et se tourna vers lui. Dans la lumière crue de la cuisine, elle semblait irréelle. « Me battre contre quoi, Adrien? Contre ton père? Contre ton silence ?»« Les photos, Clara, je les ai vues. » »« Et qu'as-tu vu, Adrien? Un bâtiment? Un homme de dos? Tu as choisi de croire en ma chute plutôt qu'en ma loyauté, parce que c'est plus facile pour toi de me détester que d'admettre que tu m'as abandonné il y a 10 ans. » Elle s'approcha de lui, si près qu'il pouvait sentir son parfum, ce mélange subtil de rose et d'acier. « Demain, à 10 heures, tout sera fini. La signature a lieu au siège de la société. Ton père a insisté pour que je sois présente, pour que je sois témoin de son triomphe avant de signer les papiers du divorce. Tu vas vraiment partir ? Oh non, Adrien, je ne pars pas. Je rentre enfin chez moi. » Elle quitta la cuisine sans un regard en arrière. Dans l'ombre du couloir, elle sortit son téléphone. « Antoine ? Oui, madame ? Tout est prêt pour demain ? Le notaire est briefé. Gérard Lefebvre pense qu'il signe un prêt de sauvetage.
Il ne sait pas qu'en réalité, les clauses du contrat transfèrent la totalité de ses parts personnelles à Beaumont Capital en cas de non-remboursement immédiat d'une dette qu'il vient de contracter sans le savoir. Parfait. Assurez-vous que la presse soit là. Je veux que le monde entier voie le visage de Gérard Lefebvre quand il comprendra qu'il n'est plus qu'un locataire dans sa propre vie. Clara remonta dans sa chambre. Elle ne dormit pas. Elle s'assit dans le noir, observant le lever du soleil sur le domaine. Le soleil se levait sur le dernier jour de l'ère Lefebvre. Elle sortit sa robe pour le lendemain, un ensemble de laine vierge d'un bleu nuit profond, sévère, impérial. Elle rangea définitivement son tablier de la veille dans la poubelle. L'espoir est une chose dangereuse, surtout quand il est construit sur des mensonges. Gérard Lefebvre allait apprendre que l'espoir qu'elle lui avait laissé n'était qu'un mirage destiné à le conduire plus vite vers l'abîme. Le matin du 12 novembre 2026 ne ressemblait à aucun autre. Le ciel de Paris était d'un bleu métallique, froid et sans nuages, reflétant la structure de verre et d'acier de la tour Horizon, le siège social le plus prestigieux du quartier de la Défense. C'est là que se trouvaient les bureaux de Beaumont Capital, un nom qui faisait trembler les marchés financiers depuis des mois, mais dont personne n'avait encore vu le visage de la direction. Gérard Lefebvre descendit de sa berline noire, suivi d'Adrien. Gérard arborait son costume le plus cher, une armure de laine italienne censée masquer la décrépitude de son empire. Il marchait avec une assurance retrouvée, celle d'un homme qui pense avoir enfin trouvé la sortie du labyrinthe. « Regarde ce bâtiment, Adrien », dit Gérard en ajustant ses boutons de manchette. « C'est ici que notre salut se signe. Une fois ce prêt suisse validé, nous rachetons nos dettes à ces imbéciles de Beaumont et nous écrasons Clara une bonne fois pour toutes. Elle est dans la voiture de derrière ?» Adrien jeta un regard vers la voiture suivante où Clara était assise, silencieuse, avec un chauffeur. « Oui, père, elle nous suit, mais je ne comprends toujours pas pourquoi sa présence est obligatoire. »« Pour qu'elle comprenne qui est le maître, Adrien, » s'exclama Gérard avec un rire gras. « Je veux qu'elle voie la puissance des Lefebvre. Je veux qu'elle signe les papiers du divorce dans ce temple de l'argent pour qu'elle sache qu'elle n'en verra plus jamais la couleur. » Ils entrèrent dans le hall immense. Le marbre au sol brillait comme un miroir. À la réception, une femme élégante les salua. « Monsieur Lefebvre, on vous attend au dernier étage, salon d'honneur. » L'ascenseur monta à une vitesse vertigineuse, faisant bourdonner les oreilles d'Adrien. Lorsqu'ils arrivèrent au sommet, ils furent accueillis par Antoine Berger. Il portait un costume sombre, d'une coupe impeccable, et son expression était celle d'un juge. « Monsieur Lefebvre, monsieur Adrien Lefebvre, veuillez entrer, » dit Antoine d'un ton neutre. Gérard entra dans la salle de conférence comme s'il en était le propriétaire. Isabelle de Montfort était déjà là, invitée par Gérard pour savourer le moment. Elle s'était installée près de la baie vitrée, observant Paris à ses pieds. « Ah, Antoine !» lança Gérard avec condescendance. « Nous sommes prêts. Où est votre patron, ce fameux investisseur suisse? J'ai hâte de conclure. Et faites entrer ma future ex-belle-fille. Elle doit servir de témoin. » Antoine fit un signe de tête à une assistante. La porte massive en bois de rose s'ouvrit. Clara entra. Mais ce n'était plus la Clara du manoir. Elle ne portait plus de perles de culture sage ou de robe de soie pâle. Elle était vêtue d'un ensemble de laine vierge bleu nuit, structuré, presque militaire dans sa précision. Ses cheveux étaient lâchés, tombant en cascades sombres sur ses épaules, et son regard était une tempête de glace. « Assieds-toi là, Clara », ordonna Gérard en désignant une chaise dans un coin de la pièce, loin de la table centrale. « Bien », entreprit Antoine en ouvrant une chemise de cuir noir. « Avant de signer le prêt de restructuration, Monsieur Lefebvre, il y a une formalité. Vous devez reconnaître que les industries Lefebvre sont en défaut de paiement partiel sur les créances rachetées par Beaumont Capital. »« Oui, je sais. C'est pour ça qu'on prend ce prêt. Signons. » « Une autre chose, » continua Antoine. « Le propriétaire de Beaumont Capital a demandé à être présent pour la signature finale. » Gérard se redressa, curieux. « Enfin, qui est-ce? Un banquier de Zurich? Un magnat de l'énergie ?» Antoine se tourna vers la porte du fond, celle qui menait au bureau de la présidence. Il s'inclina légèrement. « Madame la présidente, ils sont prêts. » Le silence qui suivit fut si dense qu'on n'aurait pu l'entendre. Les yeux de Gérard, d'Adrien et d'Isabelle se fixèrent sur la porte, mais personne ne sortit. Au lieu de cela, Clara fit 3 pas lents et assurés vers la tête de la table. Elle écarta la chaise de cuir de la direction, celle qui trônait face à Gérard, et s'y assit avec une grâce impériale.
Le cerveau de Gérard sembla se figer. « Clara, qu'est-ce que tu fais ?» balbutia Adrien. « Ce n'est pas le moment de plaisanter. Relève-toi. » Clara posa ses mains fines sur la table de verre et croisa les doigts. « Je suis chez moi, Adrien. Pourquoi me lèverais-je » Gérard laissa échapper un rire nerveux, presque hystérique. « Tu es devenue folle ? La pression a fini par te faire perdre la tête ? Antoine, faites sortir cette femme. » Antoine ne bougea pas d'1 millimètre. « Monsieur Lefebvre, je vous présente Clara Beaumont, fondatrice et présidente directrice générale de Beaumont Capital, ma patronne, et la vôtre. » Le choc physique fut tel que Gérard dut s'appuyer sur la table pour ne pas tomber. Isabelle, près de la fenêtre, laissa tomber son sac à main, le bruit du cuir sur le marbre résonnant comme un coup de feu. Adrien, lui, était devenu plus blanc que sa chemise. « Non, c'est impossible, » murmura Adrien. « Tu n'as rien, tu étais pauvre, ton père était… » « Mon père était un homme intègre que ton propre père a méprisé, » coupa Clara, sa voix vibrant d'une autorité glaciale. « Mais ma mère, celle que tu as insultée, Gérard, m'a appris une chose. La patience est la plus grande des richesses. » Elle fit glisser un document vers Gérard. « Vous n'êtes pas ici pour signer un prêt de sauvetage, Gérard. Vous êtes ici pour signer l'acte de cession totale de vos parts. Le prêt suisse que vous pensiez contracter était un montage financier que j'ai créé. En acceptant les clauses de la semaine dernière, vous avez engagé vos biens personnels, le manoir, l'usine et même votre nom comme garantie immédiate pour une dette que j'ai rappelée ce matin à 8 heures. « C'est un complot !» hurla Gérard, la bave aux lèvres. « C'est illégal! Je vais t'entraîner en justice, petit arriviste !» Clara se pencha en avant, ses yeux fixés dans ceux de son beau-père. « Allez-y, Gérard, engagez les meilleurs avocats de Paris. Ils vous diront tous la même chose. Vous avez signé. Vous avez été si aveuglé par votre arrogance, si persuadé que je n'étais qu'une jument de trait, incapable de comprendre un bilan comptable, que vous n'avez même pas lu les petites lignes. » Elle se tourna vers Isabelle qui tremblait. « Et toi, Isabelle, tu parlais de poids mort. Tu as raison, c'est pour cela que j'ai racheté ton appartement d'avenue Foch hier après-midi. Ton père était aussi endetté que les Lefebvre. Tu as 24 heures pour vider les lieux. » Adrien s'approcha de la table les mains suppliantes. « Clara, mon amour, pourquoi nous faire ça? On est une famille. Je t'aime. Je n'ai jamais voulu… » Clara se leva brusquement, sa chaise reculant avec un bruit sourd. « Mon amour ?» répéta-t-elle avec un mépris si pur qu'Adrien recula physiquement. « Où était ton amour quand ton père m'a humilié à notre mariage? Où était ton amour quand tu m'as demandé de vendre le collier de ma mère pour payer tes erreurs? Où était ton amour pendant ces 10 années où je l'ai laissé être la domestique invisible de ta maison? » « Je ne savais pas, » balbutia Adrien. « Tu ne voulais pas savoir, » cria Clara, sa voix résonnant dans toute la tour. « Tu n'es pas un homme, Adrien. Tu n'es qu'une ombre. Et aujourd'hui, le soleil se lève, les ombres disparaissent. » Gérard, qui avait le visage qui passait du rouge au sang dracé, tenta une dernière attaque. « Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Le monde saura que tu as utilisé l'argent des Lefebvre pour monter cette affaire. » Clara sortit un dossier rouge. « L'argent des Lefebvre ? Quel argent, Gérard? Vos comptes sont à sec depuis 2018. Beaumont Capital a été bâti avec mon sang, ma sueur et les investissements que j'ai faits en pariant contre vous. Chaque fois que vous faisiez une erreur, je gagnais. Chaque fois que vous étiez cruel, je devenais plus riche. Vous m'avez financé par votre propre incompétence. » Elle se rassit, reprenant son calme avec une rapidité effrayante. « Signez ces papiers, Gérard, ou je lance la procédure de saisie immédiate, par huissier. Vos meubles seront sur le trottoir d'ici ce soir, et la presse, qui attend déjà en bas, saura que le grand Gérard Lefebvre a été ruiné par la femme qu'il traitait de servante. » Gérard regarda le stylo à plume posé devant lui, il regarda Antoine, les avocats silencieux dans la pièce, et enfin Clara. Il comprit que tout était fini. La puissance, le nom, le prestige, tout s'était évaporé dans le regard d'une femme qu'il n'avait jamais pris la peine de regarder vraiment. D'une main tremblante, il saisit le stylo. Le silence revint dans la pièce, troublé seulement par le bruit du papier que l'on signe. 9 fois, une fois pour chaque année d'enfer. La 10e signature fut celle de Clara. « Voilà, » dit-elle, en refermant le dossier. « Monsieur Lefebvre, monsieur Adrien, vous êtes désormais mes employés. Puisque vous n'avez plus rien pour vous loger, je vous autorise à rester dans le manoir pendant le mois à venir, en tant que gardien. Après cela, le domaine sera transformé. » Gérard s'effondra sur sa chaise, le regard vide. Adrien pleurait silencieusement. Isabelle s'était déjà éclipsée, fuyant la ruine comme un rat fuit un navire. Clara se leva et alla vers la baie vitrée. Elle regarda Paris. Elle se sentait enfin légère.
Le poids de 10 ans de silence était tombé. « Antoine, dit-elle sans se retourner. « Oui, madame ? Faites entrer la presse. Je suis prête pour mon premier communiqué. » Le lendemain de la révélation, la presse ne parlait que de l'affaire Beaumont. Les gros titres oscillaient entre l'admiration pour la Cendrillon de la finance et la suspicion face à cette ascension fulgurante. Dans son bureau, au sommet de la tour Horizon, Clara lisait les articles, un café noir à la main. Elle aurait dû se sentir victorieuse, mais une fatigue immense pesait sur ses paupières. C'est alors qu'Antoine entra, l'air grave. « Madame, Gérard Lefebvre vient de donner une interview exclusive en direct sur une grande chaîne nationale. Vous devez voir ça. » Il alluma l'écran géant. Gérard apparaissait, non pas comme le tyran arrogant qu'il était, mais comme un vieil homme brisé, les traits tirés, la voix tremblante. « Je ne comprends pas ce qui est arrivé à Clara », disait-il au journaliste avec une sincérité feinte qui fit monter la nausée à Clara. « Nous l'avons accueillie comme une fille, nous l'avons aimée, mais depuis quelques années, elle a commencé à montrer des signes d'instabilité. Elle voyait des complots partout. Elle a détourné des fonds de nos entreprises familiales pour construire son empire dans l'ombre. Elle a abusé de la faiblesse de mon fils, son mari, qui l'idolâtrait. C'est une femme malade, dévorée par une ambition que nous n'avons pas su déceler. » Clara éteignit l'écran géant d'un geste sec. « Le lâche, murmura-t-elle. Il essaie de me faire passer pour une folle et une voleuse. » Quelques heures plus tard, Adrien se présenta à la réception. Contre l'avis d'Antoine, Clara accepta de le recevoir. Elle voulait voir ce qu'il restait de l'homme qu'elle avait épousé. Adrien entra dans le bureau. Il ne criait pas. Il s'assit en face d'elle, le regard vide, l'air d'une victime sacrifiée. « Es-tu contente, Clara ?» demanda-t-il doucement. « Regarde ce que tu es devenue. Une machine, une statue de glace. Où est la femme qui aimait lire de la poésie dans le jardin ? Cette femme est morte le jour où tu l'as laissée se faire piétiner par ton père, Adrien. » « C'est faux. » Adrien se leva, la voix montant d'un cran. « Tu as tout réécrit dans ta tête pour justifier ta trahison. Mon père était exigeant, certes, c'est un homme d'une autre époque, mais il t'a offert un toit, un nom, une vie de château. Et toi, tu as passé 10 ans à nous espionner, à calculer chaque centime pour nous ruiner ? C'est diabolique, Clara. Tu es une sociopathe. » Clara sentit un coup de poignard dans sa poitrine. Le gaslighting faisait son œuvre. Pendant un instant, elle se demandait si elle n'était pas allée trop loin. Était-elle vraiment devenue le monstre qu'il décrivait ? « Tu te souviens de notre 3e anniversaire ?» continua Adrien, s'approchant d'elle avec une douceur manipulatrice. « Tu avais de la fièvre, j'ai passé la nuit à ton chevet. Est-ce que ce monstre dont tu parles aurait fait ça ? Non, Clara. Tu as pris quelques mauvais souvenirs et tu en as fait une montagne pour cacher ta propre culpabilité. Tu ne nous as jamais aimés, tu n'as aimé que le pouvoir que tu pouvais nous voler. Tais-toi, dit-elle, sa voix tremblante. Regarde-toi, tu es riche, tu es puissante, mais tu es seule. Personne ne t'aimera jamais pour qui tu es, parce qu'il n'y a plus rien à l'intérieur. Tu n'es qu'une coquille vide remplie de chiffres et de rancœur. Mon père a raison, tu as besoin d'aide médicale, pas d'une entreprise. » Adrien sortit, la laissant dans un silence de mort. Clara s'effondra sur son fauteuil de cuir. Les mots d'Adrien résonnaient comme des échos déformés dans son esprit. « Est-ce que j'ai tout inventé ?» se demanda-t-elle. « Est-ce que l'humiliation au mariage n'était qu'un détail ? Est-ce que les années de mépris n'étaient que des malentendus ?» Elle ferma les yeux et se revit, jeune mariée, pleurant dans la salle de bain du manoir pendant que Gérard et Adrien riaient de sa maladresse au salon. Elle revit les mains vides de sa mère lors de son enterrement parce que Gérard avait refusé qu'elle s'absente pour les soins de fin de vie, prétextant une réception importante. « Non », murmura-t-elle à elle-même. La douleur était réelle, les larmes étaient réelles. Mais le doute était semé. Dehors, les réseaux sociaux s'enflammaient. Gérard avait lancé une campagne de diffamation massive. Des témoins, d'anciens employés payés par Gérard, racontaient des histoires inventées sur la cruauté de Clara au manoir. On l'appelait la veuve noire des Lefebvre. Antoine revint avec une lettre officielle. « Madame, Gérard Lefebvre dépose plainte pour abus de faiblesse et extorsion de signature. Il demande une expertise psychiatrique pour vous. Si le juge accepte, vos droits de vote à l'Assemblée générale pourraient être suspendus. » Clara regarda la lettre. C'était le coup de grâce.
Ils n'essayaient pas seulement de lui reprendre l'argent, ils essayaient de lui voler son identité, sa santé mentale, sa vérité. Elle se leva et alla vers la baie vitrée. La pluie avait commencé à tomber sur Paris, lavant les rues, mais pas la boue qu'on jetait sur son nom. « Ils pensent qu'ils peuvent me briser en me faisant douter de ma propre mémoire, » dit-elle à Antoine, son regard retrouvant peu à peu sa dureté. « Ils pensent que parce que je suis une femme, mes émotions sont une faiblesse qu'ils peuvent manipuler. » Elle se tourna vers son bras droit. « Antoine, préparez une contre-offensive. Pas sur les chiffres, pas sur la loi, sur la vérité. Je veux que vous retrouviez les enregistrements des caméras de sécurité du manoir que j'ai fait installer secrètement il y a 3 ans. Chaque insulte, chaque humiliation, chaque moment où Gérard a montré son vrai visage. C'est une guerre totale, madame. Ils ont commencé la guerre en m'appelant folle, répondit-elle d'une voix de fer. Je la terminerai en leur montrant ce que signifie réellement perdre la raison. Mais d'abord, j'ai besoin de retourner là où tout a commencé. Je dois voir ma mère. Clara quitta le bureau. Elle se sentait au bord du gouffre, hantée par les mots d'Adrien qui tournaient en boucle dans sa tête. « Tu n'es qu'une coquille vide. » Elle devait trouver la force de ne pas croire à leurs mensonges, même si le monde entier commençait à y croire. Le verdict tomba avec la froideur d'une guillotine. Le tribunal de grande instance, influencé par la campagne médiatique agressive de Gérard et les témoignages experts sur l'instabilité psychologique de Clara, ordonna une mise sous séquestre temporaire de Beaumont-Capital. En attendant une expertise psychiatrique complète, Clara était suspendue de ses fonctions. Elle n'avait plus le droit de signer un chèque, d'entrer dans ses bureaux, ni même de s'adresser à ses employés. Le soir même, elle se retrouva devant les grilles de la tour Horizon. La pluie parisienne, fine et glaciale, collait ses cheveux à son visage. Les vigiles, ceux-là même qui s'inclinaient devant elle la veille, lui refusèrent l'entrée. « Je suis désolée, madame, » dit l'un d'eux, détournant le regard. « Les ordres viennent de l'administrateur judiciaire. » Clara ne protesta pas. Elle n'en avait plus la force. Le venin d'Adrien avait fini par paralyser sa volonté. Elle monta dans un taxi, n'ayant plus accès à sa voiture de fonction, et donna une adresse qu'elle n'avait pas visitée depuis une éternité, le petit cimetière de banlieue où reposait sa mère. Elle marcha dans les allées désertes du cimetière. Le bruit de ses talons sur le gravier mouillé semblait être le seul signe de vie dans ce monde de pierre. Elle s'arrêta devant une tombe modeste, une simple plaque de granit gris portant le nom « Hélène Beaumont, 1962-2016 ». Clara s'effondra sur ses genoux, ignorant la boue qui souillait son tailleur de luxe. « Maman » murmura-t-elle, sa voix s'étouffant dans un sanglot. « Regarde ce que je suis devenue. J'ai voulu te venger. J'ai voulu qu'il paye pour chaque larme que tu as versée, pour chaque humiliation que nous avons subie. Mais en construisant ce trône d'acier, je me suis enfermée dans une prison de glace. Ils ont raison, maman. Je n'ai plus de cœur. Je n'ai plus rien. Le vide est devenu mon seul héritage. » Elle posa son front contre la pierre froide. « J'ai gagné la guerre, mais j'ai perdu mon âme. Je les regarde et je ne vois que de la poussière. Je me regarde et je ne vois qu'un monstre. Est-ce cela que tu voulais pour moi, que je devienne comme eux pour les vaincre ? Je suis seule, maman, si terriblement seule dans cette victoire qui ressemble à une défaite. » Les larmes, contenues pendant 10 ans, explosèrent enfin. Ce n'étaient pas des larmes de colère, mais des larmes d'épuisement. Elle pleura sa jeunesse perdue, ses rêves de petite fille qui voulait être aimée, et l'amour gâché pour un homme qui n'en valait pas la peine. « Je savais que je te trouverais ici. » Clara sursauta. Adrien se tenait à quelques mètres, un parapluie noir à la main. Il n'avait pas l'air triomphant, il avait l'air pitoyable, mais ses yeux brillaient d'une résolution cruelle. « Tu es venu chercher conseil auprès des morts ?» demanda-t-il en s'approchant. « C'est un signe de plus pour l'expertise, tu ne penses pas ? Parler à une tombe. » Clara se releva lentement, essuyant son visage d'un geste de la main qui se voulait digne, bien que ses doigts tremblent. « Que veux-tu, Adrien ? Tu as tout gagné. Le tribunal a gelé mes avoirs. Ton père jubile. Qu'est-ce qu'il te reste à me prendre ? » « Je te propose un marché, Clara, » dit-il, sa voix redevenant cette mélasse doucereuse qui la dégoûtait désormais. « Mon père veut te détruire totalement. Il veut que tu finisses dans une cellule d'hôpital psychiatrique. Mais moi,
Moi, je peux l'arrêter. Signe cette renonciation. Rends-nous le manoir et les parts majoritaires des industries Lefebvre. En échange, je témoignerai en ta faveur. Je dirai que tu as agi sous le coup d'une dépression nerveuse passagère. Tu pourras partir, loin, avec une petite pension. Tu seras libre. Clara le regarda avec une lucidité soudaine, presque effrayante. Tu es venu me proposer d'acheter ma liberté avec les cendres de ma dignité? Ta dignité? Adrien laissa échapper un rire sec. Regarde-toi, Clara. Tu es couverte de boue, au milieu d'un cimetière, ruinée et détestée par tout le pays. Il ne te reste aucune dignité. Il ne te reste que moi. Je suis le seul qui puisse encore te sauver. Il s'approcha d'elle et tenta de lui prendre le bras. Reviens au manoir, sois la Clara que j'aime, la Clara qui ne pose pas de questions. On dira que tout cela n'était qu'un cauchemar. Clara dégagea son bras avec une violence qui le fit reculer. La Clara que tu aimes n'a jamais existé, Adrien. Tu aimais l'idée d'avoir une esclave silencieuse qui rendait ta lâcheté supportable. Et tu sais ce qui est le plus pathétique? C'est que même maintenant, alors que tu as une chance d'être un homme, tu ne viens ici que comme le messager de ton père. Tu es son chien, Adrien, hier, aujourd'hui et pour toujours. Le visage d'Adrien se contracta de haine. Très bien, puisque tu préfères l'abîme, nous allons te l'offrir. L'expertise a lieu demain à l'aube. Prépare-toi, Clara, parce qu'après ça, tu ne verras plus jamais la lumière du jour. Il partit, la laissant seule sous l'averse. Clara resta immobile. Elle n'avait nulle part où aller. Ses cartes de crédit étaient bloquées, son appartement sous scellé. Elle n'avait que quelques billets dans son sac. Elle marcha jusqu'à un petit hôtel de gare, un endroit miteux où l'odeur du tabac froid et de l'humidité imprégnait les murs. Elle s'allongea sur le lit étroit, fixant le plafond jauni où une ampoule nulle vacillait. Elle était à bout. Elle n'avait plus de stratégie, plus d'alliés. Antoine lui-même avait été suspendu et harcelé par la police. Elle se sentait disparaître. La petite fille humiliée au mariage avait enfin été rattrapée par l'ombre des Lefebvre. Elle ferma les yeux, sentant le froid de la pièce s'insinuer dans ses os. Est-ce donc cela la fin, pensa-t-elle, mourir de froid dans l'anonymat d'une chambre de passage? Mais alors qu'elle sombrait dans un sommeil agité, sa main effleura le collier de saphir de sa mère qu'elle portait toujours sous son chemisier. Les pierres étaient chaudes contre sa peau. Une pensée, une seule, traversa son esprit comme un éclair de foudre. Gérard pense qu'il a gagné parce qu'il m'a pris mon argent. Il a oublié que j'ai commencé avec rien, et que c'est quand on n'a plus rien à perdre qu'on devient vraiment dangereux. Elle ne pleura plus. Elle attendit l'aube. Le moment de la descente aux enfers était terminé. Le moment du jugement final approchait. Le 15 novembre 2026. L'air à l'intérieur de l'Institut médico-légal de Paris était saturé d'une odeur de désinfectant et de papier froid. C'était ici que le destin de Clara Beaumont devait être scellé. Gérard Lefebvre, assis dans la salle d'attente avec Adrien, arborait le sourire satisfait d'un empereur sur le point de reconquérir son territoire. Ils étaient accompagnés d'Isabelle de Montfort, venue assister au spectacle de la déchéance de sa rivale. « C'est fini pour elle », murmura Gérard, lissant sa cravate. « L'experte a déjà reçu tous les témoignages. Elle va sortir d'ici avec une camisole de force psychologique, et tout ce qu'elle a bâti reviendra là où il doit être, entre mes mains. » Adrien ne disait rien. Il évitait le regard de son père. Les mots de Clara au cimetière le hantaient encore. Mais l'appât du gain et la peur de la pauvreté étaient plus forts que ces derniers lambeaux de conscience. La porte de la salle d'audience administrative s'ouvrit. « Entrez, monsieur », dit l'huissier. Clara était déjà là. Elle était assise à une table de bois clair, faisant face à 3 experts et un juge des tutelles. Elle portait un ensemble blanc immaculé, une couleur qui tranchait avec l'obscurité de ces derniers jours. Elle ne semblait pas folle, elle ne semblait pas brisée, elle semblait en attente. Gérard prit la parole en premier, sa voix pleine d'une fausse compassion qui aurait pu tromper un saint. « Monsieur le juge, c'est un déchirement pour nous. Clara est ma belle-fille, je l'ai considérée comme ma propre enfant. Mais ces actes récents, ce rachat compulsif de dettes, cette double identité, ces délires de persécution montrent qu'elle n'est plus en possession de ses moyens. Elle a besoin de soins, pas de responsabilité. » Le juge tourna son regard vers Clara. « Madame Beaumont, qu'allez-vous à répondre au témoignage de Monsieur Lefebvre et au rapport d'expertise préliminaire ?» Clara se leva lentement. Son silence fit peser une tension insoutenable dans la pièce.
Elle ne regarda pas le juge, elle fixa Gérard. « Vous avez beaucoup parlé de ma santé mentale, Gérard », commença-t-elle, sa voix claire et tranchante comme un diamant. « Vous avez parlé de délire, mais la vérité n'est pas un délire, c'est simplement une réalité que vous avez essayé d'étouffer sous votre arrogance. » Elle sortit une petite clé USB de son sac et la posa sur la table. « Monsieur le juge, Monsieur Lefebvre prétend que j'ai détourné de l'argent et que je suis instable. J'aimerais soumettre à la cour non pas des chiffres, mais des faits. » D'un signe de tête à Antoine, qui venait d'entrer dans la salle avec une escouade d'avocats et, à la surprise générale, une équipe de journalistes d'investigation, l'écran de la salle s'alluma. La première vidéo apparut. C'était le mariage, le toast de Gérard. On entendait distinctement sa voix méprisante. On n'associe pas un pur sang avec une jument de trait. Elle restera toujours de la roche sans valeur. Les experts froncèrent les sourcils. Gérard s'agita sur sa chaise. C'est un vieux souvenir de famille, ça n'a rien à voir avec... Regardez la suite, coupa Clara. La vidéo suivante montrait la scène de la semaine précédente. On y voyait Gérard, ivre de rage, exigeant le collier de saphir et insultant la mère décédée de Clara. On y voyait Clara, calme, subissant la violence verbale. Puis, le coup de grâce, l'enregistrement audio du cimetière la nuit dernière. La voix d'Adrien résonna dans la salle, claire et sinistre. Signe cette renonciation. En échange, je témoignerai à ta faveur. Je dirai que tu as agi sous le coup d'une dépression. Tu seras libre. Le juge se tourna vers Adrien, dont le visage se décomposa instantanément. Monsieur Adrien Lefebvre, est-ce bien votre voix proposant un chantage à votre épouse pour influencer une décision de justice ? Adrien ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Ce n'est pas tout, continua Clara, s'approchant de Gérard. Pendant que vous m'accusiez d'extorsion, vous ignoriez que les caméras de sécurité de votre propre manoir, que j'ai entretenu pendant 10 ans, ont tout enregistré. Votre fraude fiscale, votre tentative de corruption des banquiers suisses et surtout la façon dont vous avez organisé la faillite de vos propres employés pour toucher les assurances. Gérard se leva, hurlant « C'est un montage, c'est elle la menteuse !» Clara s'arrêta à quelques centimètres de lui. Elle ne criait pas. Elle parlait avec une douceur qui était bien plus terrifiante que n'importe quel cri. « Regarde-toi, Gérard, » dit-elle, le tutoyant pour la première fois devant tout le monde. « Tu parles de pédigré ? Tu parles de sang noble ? Regarde où ton sang t'a mené. Tu es un vieil homme pathétique qui a besoin de détruire une femme pour se sentir exister. Tu n'es pas un lion, Gérard, tu es un charognard qui meurt de faim sur un tas de ruines. » Elle se tourna vers Adrien. « Et toi, Adrien ? Tu es venu me proposer la liberté ? Ma liberté ne t'appartient pas, elle ne t'a jamais appartenu. Tu n'es qu'une note de bas de page dans l'histoire de ma vie, une erreur de jeunesse que j'ai enfin fini de corriger. » Le juge frappa de son marteau. « Silence !» Au vu de ces nouveaux éléments, non seulement la procédure de mise sous séquestre est indulée, mais j'ordonne l'ouverture immédiate d'une enquête pour subornation de témoins, harcèlement moral aggravé et fraude financière à l'encontre de M. Gérard Lefebvre et de M. Adrien Lefebvre. Les policiers, qui attendaient dans le couloir, entrèrent. La scène était digne d'une tragédie grecque. Gérard, le grand patriarche, se faisait passer les menottes devant les caméras qu'il avait lui-même attirées pour humilier Clara. Isabelle de Montfort tentait de se cacher derrière les rideaux, mais Clara la rattrapa du regard. « Isabelle, n'oublie pas, ton appartement doit être vidé avant ce soir. J'ai déjà envoyé les déménageurs. » Adrien, en larmes, essaya de s'approcher de Clara une dernière fois. « Clara, s'il te plaît, pardonne-moi, je n'avais pas le choix. » Clara le regarda comme on regarde un insecte insignifiant. « Le choix, Adrien, c'est ce qui sépare les hommes des ombres. Tu as choisi l'ombre. Maintenant, apprends à vivre dans l'obscurité d'une cellule. » Elle sortit de la salle, suivie par Antoine et son armée d'avocats. Devant le bâtiment, des dizaines de micros se tendirent vers elle. La veuve noire était devenue l'héroïne nationale, la femme qui avait brisé l'un des clans les plus corrompus de l'élite. Clara s'arrêta sur les marches, respirant enfin l'air frais de Paris. Elle n'avait plus de haine, elle ne ressentait plus que la satisfaction glacée d'un travail bien fait. « Madame Beaumont !» cria un journaliste. « Quel est votre premier acte en tant que propriétaire officiel du groupe Lefebvre ?» Clara sourit. Un vrai sourire cette fois. « Mon premier acte ? Je vais raser le manoir des Chênes. Il y a trop de fantômes dans ces murs.
On va y construire quelque chose de nouveau, quelque chose de vrai. » Elle monta dans sa berline. Derrière elle, on entendait encore les cris de Gérard qu'on emmenait vers le fourgon cellulaire. 10 ans. L'humiliation du mariage était lavée. Le collier de saphir brillait sur sa poitrine. La victoire était totale et elle était aussi froide et belle qu'une nuit d'hiver. Le vacarme des pelleteuses résonnait dans la vallée comme un tonnerre libérateur. Au domaine des chênes, le manoir qui avait tenu bon pendant plus de 2 siècles pliait enfin sous les coups de boutoir de la modernité. Les murs de pierre, témoins silencieux de tant d'humiliation et de secrets feutrés, s'écroulaient dans un nuage de poussière calcaire. Clara Beaumont se tenait à bonne distance, les mains enfoncées dans les poches d'un manteau de laine gris-perle. Elle ne portait plus de bijoux ostentatoires, seulement le collier de saphir de sa mère, caché sous son col. Elle observait la destruction avec une sérénité qui confinait à la méditation. Chaque pierre qui tombait semblait alléger son cœur d'un poids millénaire. « C'est étrange, » murmura Antoine, debout à ses côtés. « On aurait pu le vendre pour des millions. C'était un morceau d'histoire de France. » « C'était un morceau de douleur, Antoine, » répondit Clara sans quitter le chantier des yeux. « On ne construit pas l'avenir sur des fondations empoisonnées. Ici, nous allons bâtir la Maison d'Hélène, un centre de formation et de refuge pour les femmes qui, comme ma mère autrefois, pensent qu'elles n'ont pas d'issue. On y enseignera le droit, la finance et surtout l'estime de soi. » Antoine sourit. « C'est une belle revanche. » « Ce n'est plus une revanche, Antoine, c'est une libération. » Quelques jours plus tard, Clara se rendit à la prison de la Santé. Elle n'y était pas obligée, mais elle savait que pour clore définitivement le livre, elle devait voir Gérard Lefebvre une dernière fois derrière des barreaux. Lorsqu'il entra dans le parloir, Gérard semblait avoir vieilli de 20 ans. Sa peau pendait sur ses pommettes, autrefois saillantes, et ses mains, privées de ses bagues de famille, semblaient nues et fragiles. Pourtant, dans ses yeux bleus, brûlait encore une étincelle de cette arrogance qu'il avait perdue. « Tu es venu savourer ton triomphe ?» cracha-t-il d'une voix enrouée par le tabac de mauvaise qualité. « Tu es contente de voir le nom des Lefebvre traîner dans la boue ?» Clara s'assit calmement, séparée de lui par une vitre épaisse. « Le nom des Lefebvre n'a pas besoin de moi pour être sale, Gérard. Tu l'as souillé toi-même par chaque acte de cruauté et chaque fraude. Je suis simplement venue te dire que le manoir n'existe plus. Il a été rasé. » Gérard frappa la vitre de son poing, un geste pathétique qui ne fit que le faire grimacer de douleur. « Sacrilège, c'était ma lignée. »« Ta lignée finit ici, dans cette cellule, » dit Clara avec une fermeté glaciale. « Tu m'appelais une jument de trait, Gérard. Mais regarde, la jument court librement dans les prairies de la réussite, tandis que le pourcent est enfermé dans une écurie de béton. Tu mourras dans l'anonymat et personne ne viendra fleurir ta tombe, parce que tu n'as jamais appris à aimer quoi que ce soit d'autre que ton propre reflet. » Elle se leva. « Adieu, Gérard. Je te laisse avec tes souvenirs de grandeur. C'est tout ce qu'il te reste. » Elle sortit sans se retourner, ignorant les insultes que le vieil homme hurlait derrière elle. Le sort d'Adrien fut différent, et d'une certaine manière plus cruel encore. Jugé pour complicité et subornation de témoins, sa peine fut assortie d'un sursis massif et d'une amende qui l'avait laissé totalement ruiné. Sans le nom de son père pour le protéger, sans argent pour entretenir son illusion de grandeur, il n'était plus rien. Un soir de pluie, alors qu'elle quittait son bureau, Clara aperçut une silhouette familière près de sa voiture. C'était Adrien. Il portait un imperméable élimé et semblait trembler de froid. « Clara, » murmura-t-il en s'approchant, « je t'en supplie, parle-moi. » Clara s'arrêta. Elle ne ressentait plus de colère, juste une immense pitié. « Qu'est-ce que tu veux, Adrien ? » ?»« Je travaille dans une agence immobilière en province. Je gagne à peine de quoi vivre. Mon père refuse de me parler. Il me traite de lâche. Je ne dors plus. Je ne cesse de penser à ce que j'ai laissé filer. Si seulement tu pouvais me donner une seconde chance, juste un poste chez Beaumont Capital, je ferais n'importe quoi. » Clara le regarda. Elle vit en lui ce qu'elle avait toujours vu, un homme qui cherchait quelqu'un pour porter ses fardeaux. « Tu ne m'aimes pas, Adrien. Tu aimes la sécurité que je représente désormais. Tu n'as jamais été capable de m'aimer quand j'étais faible, et tu ne sauras pas m'aimer maintenant que je suis forte. Je peux changer. Non, tu ne peux pas. Tu es né dans l'ombre d'un chêne et tu as oublié comment chercher la lumière par toi-même. » Elle ouvrit la porte de sa voiture.
Je ne t'engagerai pas, Adrien, ce serait une insulte à tout ce que j'ai accompli. Mais je vais faire une dernière chose pour toi. Elle sortit de son sac une enveloppe. C'est la somme que tu as essayé de me voler en gageant le collier de ma mère. Prends-la, c'est ton capital de départ. Utilise-le pour devenir un homme, ou gaspille-le pour rester un enfant. C'est le dernier lien entre nous. Elle lui tendit l'enveloppe et monta dans son véhicule. Adrien resta là, sous la pluie, tenant cet argent comme une bouée de sauvetage amère. Alors que la voiture de Clara s'éloignait, il comprit que le divorce n'était pas seulement juridique, elle l'avait effacé de son âme. Le 15 juin 2027, un an après la chute des Lefebvre, l'inauguration de la Maison d'Hélène se déroulait sous un ciel radieux. Là où se dressait autrefois le manoir sombre et oppressant, s'élevait maintenant un bâtiment de verre et de bois, baigné de lumière, ouvert sur la nature environnante. Clara monta sur la petite estrade installée dans le jardin. Devant elle, des centaines de personnes, des anciens employés de l'usine de Lyon, désormais actionnaires de leur propre outil de travail, des femmes du centre, des journalistes, et surtout Antoine, son allié de toujours. Elle prit le micro, mais avant de parler, elle regarda vers le ciel. « Maman, nous y sommes, pensa-t-elle. On m'a souvent demandé quel était le secret de ma réussite, commença-t-elle, sa voix portant jusqu'au bout du domaine. Beaucoup pensent que c'est l'ambition ou la soif de revanche, mais la vérité est bien plus simple. Le secret, c'est l'honneur. Non pas l'honneur que l'on reçoit par un nom de famille ou par des titres de noblesse, mais l'honneur que l'on se forge soi-même, dans le silence, dans la patience et dans le refus de se laisser définir par le regard des autres. Elle marqua une pause, un sourire radieux illuminant son visage. On m'a humiliée lors de mon mariage, on m'a dit que je ne valais rien, on a essayé de me faire croire que ma voix n'avait pas d'importance. Aujourd'hui, je dédie ce centre à toutes les juments de trait de ce monde, parce que ce sont elles qui font avancer la terre, tandis que les purs sangs s'épuisent dans des courses qui n'ont pas de fin. Soyez les architectes de votre propre destin, ne laissez personne jamais vous dire le prix de votre dignité. Le tonnerre d'applaudissements qui suivit fut le plus beau son qu'elle eût entendu. Le soir venu, alors que la foule était partie, Clara resta seule dans le jardin. Elle s'assit sur un banc de bois, là où se trouvait autrefois le perron de Vanoir. Elle sortit de son cou le collier de saphir. Elle détacha délicatement le fermoir. Pendant 10 ans, ce collier avait été son encre, son rappel de la douleur, son moteur de haine. Mais aujourd'hui, la haine s'était évaporée. Il ne restait que le souvenir. Elle creusa un petit trou au pied d'un jeune olivier qu'elle venait de planter. Elle y déposa le bijou. « Repose en paix, maman. On n'a plus besoin de se battre. » Elle recouvrit le saphir de terre fraîche. Elle se redressa, respira l'air pur du soir parfumé par la lavande et la terre mouillée. Pour la première fois de sa vie, Clara ne pensait pas au lendemain. Elle ne calculait pas. Elle ne craignait rien. Elle était simplement là, au milieu de son propre empire, une femme libre, entière et enfin en paix. Le soleil se coucha sur la vallée, mais pour Clara, c'était le début d'un jour éternel.